Les années 50 sont une décennie à part dans l'histoire de notre football. Elles ont commencé avec le retour de la Coupe du Monde au Brésil et le drame du Maracana, puis a vu le football européen se développer assez largement. L'UEFA, née en 1954, puis c'est au tour un an plus tard de la Coupe des clubs champions de voir le jour. Dans les années 50, les clubs que l'on retient sont le Real Madrid déjà au sommet de l'Europe, mais aussi le Stade de Reims et ses grands noms, Copa, Fontaine. Mais un autre club français tire son épingle du jeu. Moins de noms en ressortent avec le temps, et son héritage au sommet du football français s'est effrité après quelques décennies. Pourtant, dans les années 50, c'est 4 titres de champion, 2 Coupes de France et des matchs de gala face au Real Madrid en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, on va parler des grandes heures de l'OGC Nice. Avant de briller balle au pied, l'OGC Nice a d'abord vu le jour dans une salle de gymnastique. Tout commence en 1904 dans le quartier des Baumettes. Le Gymnast Club de Nice, un club de gym fondé par des notables locaux, voit le jour. Le football ? Pas encore. Il faudra attendre 1908 pour qu'une section ballon rond soit créée. Et quelques années plus tard, en 1919, le gym absorbe un autre club niçois, le Gallia Football Athletic Club, et adopte ses couleurs, le rouge et le noir. Enfin, le 22 décembre 1924, le nom que l'on connaît aujourd'hui est officiellement adopté, l'Olympique Gymnast Club de Nice. En effet, le mot olympique est à la mode, écho direct aux Jeux Olympiques qui se sont déroulés quelques mois plus tôt à Paris et dont l'impact sur la pratique sportive en France est indéniable. Au début des années 30, l'OGC Nice est un club qui compte dans le paysage footballistique français. Double demi-finaliste de la Coupe de France en 1931 et en 1932, le club azuréen est au rendez-vous du professionnalisme dès son arrivée en 1932, puis intègre directement la première édition du championnat de France de première division. La suite sera un peu plus contrastée, le club descendra en deuxième division, puis verra sa licence professionnelle retirée, avant de la retrouver quelques mois plus tard. Le club navigue ensuite dans les joutes de la deuxième division jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale éclate. Si cette période si particulière pour le football européen et français n'aura laissé que peu de place au terrain, à Nice, il y a un immense talent qui s'exprime. Joaquin Vallée, attaquant espagnol ayant fui le régime franquiste, a trouvé refuge sur la Côte d'Azur dès 1937. Il y montre toutes ses qualités footballistiques et affole les compteurs dans les championnats régionaux qui ont repris pendant le conflit, puis en D2 avant de tirer sa révérence au terme de la saison 47-48 où le gym termine premier, lui permettant de retrouver l'élite. Joaquin Vallée n'a pas beaucoup participé statistiquement parlant cette saison-là, mais son expérience a certainement apporté à l'effectif. Celui qui est toujours aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du club quitte le nid, mais laisse ses aiglons sur une rampe de lancement. Parce que oui, l'OGC Nice s'apprête à vivre sa plus belle décennie, même s'il ne le sait pas encore. Fraîchement débarqué dans l'élite du football français 15 ans après l'avoir quitté, le gym renouvelle assez largement son effectif pour se donner les moyens d'y rester. Et parmi toutes ces nouvelles recrues, le club va pouvoir compter sur son nouveau joyau déjà présent au club, Désir Carré. Milieu offensif délicieux doté d'un sens de la passe exceptionnel et pas maladroit non plus quand il s'agit de terminer les actions. Fer de lance d'un milieu de terrain niçois décrit comme un don du ciel, il permet aux Aiglons d'illuminer les pelouses de première division. Une 7e puis une 5e place lors des 2 premières saisons en D1 avant d'écrire une première grande page de son histoire. Et pourtant, tout commence mal à l'aube de la saison 50-51. 5 défaites sur les 6 premières journées, et Nice est déjà bon dernier. Mais les Aiglons vont finalement prendre leur envol. Petit à petit, ils refont leur retard au classement, 9e à la mi-saison. Pas mal, mais encore loin des premières places. Les victoires vont continuer de s'enchaîner, tout comme les buts et des scores fleuves infligés au Stade du Rail. Citadelle imprenable dans laquelle les Niçois ne perdent que 2 fois cette saison-là. À l'avant-dernière journée, il passe en tête à la différence de but. La folie offensive niçoise paye grâce à notamment l'efficacité redoutable de Jean Courteau, qui terminera l'exercice avec 27 unités. Pour l'ultime journée, le suspense est entier. 4 équipes en tête à égalité avec 39 points. On peut même aller plus loin car les 7 premières équipes se tiennent en seulement 2 points et peuvent prétendre au titre. Au final, Nice ne tremble pas et écrase le Stade français lanterne rouge sur sa pelouse 4-0. Les Rouges et Noirs sont champions pour la première fois de leur histoire et inscrivent leur nom au palmarès du football français. L'intersaison 1951 va voir un nouveau joueur débarquer sur la Côte d'Azur.
un certain César Héctor dit Pancho González. Le défenseur argentin de Boca Juniors, conseillé de venir jouer en France, arrive à Villefranche-sur-Mer par bateau depuis l'Amérique du Sud. Et alors qu'il devait rallier Paris pour signer au Racing Club, il retrouve sur place un ancien coéquipier brésilien qu'il a connu à Peñarol, Yeso Amalfi. Le milieu offensif niçois emmène González dans les locaux du club et le présente à l'entraîneur pour le convaincre de signer ici. Un petit essai convaincant de seulement 30 minutes sur un terrain, et l'Argentin ne ralliera finalement jamais la capitale. Avec son effectif étoffé d'un nouveau défenseur, mais aussi par l'arrivée de l'attaquant luxembourgeois Viktor Nuremberg, l'OGC Nice attaque sa saison dans la peau d'un favori et va tenter de conserver son titre, exploit encore jamais réalisé à l'époque. Au terme d'un exercice moins prolifique offensivement, mais avec une défense solide, meilleure du championnat, les Niçois glanent leur second titre de champion de France et devient la première équipe à conserver son titre. Mieux encore, le club azuréen va s'offrir en cette année 1952 un doublé coupe-championnat. En finale, devant les 60 000 spectateurs du stade Yves du Manoir de Colombes, l'OGC Nice fait face aux Girondins de Bordeaux, son dauphin en championnat. Le match démarre sur des bases élevées puisque l'OGC Nice ouvre la marque dès la 10e minute grâce à Nuremberg. Se fait égaliser une minute plus tard par Henri Baillot, avant de reprendre l'avantage dans la foulée à la 12e minute d'un but marqué par Luis Carniglia. Le match continuera sa folie offensive puisque les Girondins égaliseront à 3 partout avant que les Rouges et Noirs ne scellent le score à l'heure de jeu, 5-3 score final. Il lui redonne la balle et c'est le but. 5 buts pour Nice et 3 pour Bordeaux. Et la Coupe de France est portée en triomphe vers la Côte d'Azur où elle va entendre chanter durant un an Nice à la belle. Le Gym remporte là sa première Coupe de France et continue sa moisson. Les années qui suivent seront des années de transition dans le championnat de France. Le club va voir un certain renouvellement de ses joueurs et de son staff. Côté effectif, plusieurs départs notables sont à souligner. Lors de l'été 52, le buteur suédois Park Benson, le milieu offensif Désir Carré quitte le club, suivi un an plus tard du prolifique Jean Courteau ainsi que de l'entraîneur Numa Andouar. L'été 53 verra cependant l'arrivée d'un petit joyau au stade du Rail. Un certain Juste Fontaine arrive de l'US marocaine du haut de ses 20 ans. Le jeune buteur qui a tant brillé de l'autre côté de la Méditerranée compte bien faire trembler les filets de la même manière. Et si sa première saison dans le championnat de France est de bonne facture, inscrivant la bagatelle de 17 buts, cela ne suffira pas pour les Niçois qui termineront 8e au classement. Mais la saison ne s'arrête pas là, car en Coupe de France, une nouvelle épopée 2 ans après le premier sacre en 52 vient pointer le bout de son nez. Au terme d'un parcours en dents de scie marqué par 2 matchs d'appui, dont un face aux amateurs de 4e division du CS Blénaud, le Gym finit par décrocher son billet pour la finale. Opposé à l'Olympique de Marseille et ses stars, Larbi Ben Barek et Gunnar Andersson pour ne citer que, les Aiglons ne vont pas se laisser impressionner pour autant. Et comme 2 ans auparavant, on retrouve les mêmes à la baguette. Sur la même pelouse Yves du Manoir de Colombes, Nuremberg ouvre le score dès la 6e minute, imité quelques instants plus tard par Carniglia. Au retour des vestiaires, l'OM pousse et réduit la marque grâce à son buteur star suédois Gunnar Andersson. En toute fin de rencontre, les Marseillais poussent pour égaliser, mais c'est sans compter ce geste qui restera dans la légende. Pancho González, celui qui n'aurait jamais dû jouer pour l'OGC Nice, se fend d'un spectaculaire retourné acrobatique pour dégager le ballon. Son geste désormais emblématique sera suivi d'une tête salvatrice de Carniglia pour écarter définitivement le danger et sceller la victoire. Nice remporte sa 2e Coupe de France et marque un peu plus son empreinte dans le football. Porté par son désormais nouveau capitaine Pancho González, symbole de cette équipe niçoise, le Gym va continuer d'écrire sa légende. Lors de la saison 55-56, toujours aussi solide défensivement, le club va passer 30 des 34 journées en tête du championnat, sans doute aussi galvanisé par la promesse de jouer la nouvelle Coupe des clubs champions, promise aux vainqueurs du championnat de France. Bien inspiré par les exploits du Stade de Reims, tout proche de remporter ce nouveau trophée face au Real Madrid, les Niçois remportent leur 3e championnat de France et valident leur ticket pour l'Europe.
Dans la nouvelle compétition reine, les Rouges et Noirs démarrent leur aventure en éliminant les Danois d'AGF Aarhus grâce à un brillant 5-1 à domicile au match retour. En huitième de finale, les Écossais des Rangers donnent davantage de fil à retordre au gym. Chacun l'emporte 2-1 sur sa pelouse, forçant la tenue d'un match d'appui, les tirs au but n'étant pas encore en vigueur à l'époque. Disputée au Parc des Princes, cette troisième rencontre tourne à l'avantage des Aiglons. Portés par leur duo offensif Jacques Foy et Jacques Fèvre, ces derniers, encore buteurs, s'imposent 3-1 et accèdent au quart de finale. Un tour plus loin, le défi est d'une toute autre envergure. Le Real Madrid est tenant du titre et emmené par Di Stefano se dresse sur leur route. Battu 3-0 à l'aller puis 3-2 au retour, l'OGC Nice quitte la compétition, mais sans démériter. En championnat, cette épopée européenne a laissé des traces et le club termine à une moins valeureuse 13e place, tout comme la saison suivante. Et si l'OGC Nice semble alors être devenu une équipe de second rang derrière les désormais mastodontes stéphanois, rémois et nîmois, la saison 58-59 va réserver son lot de surprises. Les Aiglons démarrent pourtant mal, défaits à Marseille, avant de remonter au fil de la saison et de naviguer dans les hauteurs du classement. Nice aime bien démarrer doucement et finir fort, comme ce fut le cas 8 ans plus tôt, et la conquête du premier titre. Emmené par le fidèle et emblématique capitaine Pancho González, mais aussi toujours Vic Nuremberg, Jacques Foy, Jacques Fèvre, entouré par une jeunesse fougueuse incarnée par l'ailier Jean-Pierre Alba. La bataille pour le titre va faire rage face au Nîmes Olympique avant que les Crocos ne craquent dans le sprint final. Les Niçois sont sacrés champions de France à l'avant-dernière journée et glanent un nouveau titre de champion de France, le 4e en 9 ans, mais sans le savoir, le dernier. La saison suivante, le Stade de Reims remporte de nouveau le championnat de France et Nice retourne dans le ventre mou à la 9e place. Mais cette saison-là, c'est en Coupe d'Europe que le club va néanmoins briller. De retour en Coupe des clubs champions pour la deuxième fois de son histoire, les Aiglons tiennent une nouvelle fois leur rang. Ils se défont au premier tour des Irlandais de Shamrock Rovers grâce à une victoire à l'aller au Stade du Rail, puis se voient confrontés en 8e de finale aux Turcs de Fenerbahçe. Une fois n'est pas coutume, comme il y a 3 ans, les Niçois se voient contraints de disputer un match d'appui, après que chaque équipe ait remporté son match à domicile 2-1. Et tout comme il y a 3 ans, l'OGC Nice va triompher dans ce 3e match, et de quelle manière? Cela démarre pourtant mal, le terrain prévu pour accueillir la rencontre à Genève est victime de pluies diluviennes. Les autorités tentent même de pomper l'eau. Le match a bien lieu dans un déluge de boue, mais n'empêche pas les Rouges et Noirs de faire parler leur force offensive et inflige un 5-1 aux Turcs. Rebelote pour les quarts de finale, les Niçois affrontent le géant Real Madrid et sa ribambelle de stars. Même privés de Di Stefano, les Madrilènes commencent fort et rentrent au vestiaire avec 2 buts au compteur. Le spectre de la défaite 3 ans plus tôt plane sur le rail, mais c'est sans compter le supplément d'âme de cette équipe niçoise, aussi galvanisée par un discours musclé de l'entraîneur Jean Luciano dans les vestiaires. Victor Nuremberg, qui dispute sa dernière saison, va illuminer la seconde période. Brassard de capitaine autour du bras, le Luxembourgeois y va de son triplé pour sceller un prestigieux succès en Coupe d'Europe. Et l'OGC Nice écrit là la plus belle page de son histoire. Quand bien même le match retour donnera raison au Real Madrid, tonitruant vainqueur 4-0 dans son entre du Bernabéu, les Aiglons auront marqué le football de leur empreinte. Par la suite, le club connaîtra des saisons et des décennies plus contrastées avec des hauts et des bas. Des secondes places prometteuses dans les années 60 et 70, mais aussi des descentes en D2 puis des remontées. Les Aiglons garniront un peu plus leur palmarès en remportant la Coupe de France 97, la dernière au Parc des Princes, face à l'en avant Guingamp. Club iconique du paysage footballistique français, l'OGC Nice fascine autant par son histoire que par son étonnante constance. Là où tant de clubs historiques ont connu les affres des relégations et des renaissances douloureuses, le gym lui n'a jamais sombré au-delà de la D2. Une fidélité au haut niveau qui force le respect, discrète mais exemplaire. Son âge d'or des années 50, trop souvent éclipsé par l'aura du grand Stade de Reims, mérite pourtant d'être mis en lumière, car il y a bel et bien eu un grand OGC Nice, une équipe flamboyante, populaire et audacieuse, une équipe portée par des légendes comme Pancho González, icône moustachue et élégante, symbole d'une époque où le football niçois tutoyait les sommets, avec panache. Ne laissons pas cette mémoire s'éteindre car le passé glorieux du club est un socle, une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. Et qui sait, peut-être que le futur des Aiglons s'écrira avec la même audace que celle de ses héros d'hier, car l'histoire ne se répète pas, mais elle aime bien les clins d'œil.